L'idée pour moi, c'est d'arrêter de considérer ma vie comme un problème à résoudre et surtout d'arrêter de chercher les causes et les coupables à mes sensations. C'est-à-dire que ma vie, c'est ma vie et j'aime partir de l'endroit où je suis. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, janvier est là. J'adore le début d'année avec sa belle énergie du renouveau et les bonnes résolutions que l'on se souhaite. C'est le moment parfait pour penser à vous, à vos envies et peut-être à un travail qui a plus de sens. Si c'est ce que vous ressentez, je vous recommande chaudement notre partenaire Chance. Leur bilan de compétences unique vous aide en seulement 3 mois à retrouver ce qui vous anime vraiment et à redessiner votre parcours professionnel avec l'aide d'un coach dédié. Et ce n'est pas tout, une communauté engagée est là pour vous soutenir et vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail qui pourrait vous aider à sauter le pas, le parcours, vous le savez, est finançable grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Alors, et si cette année vous osiez changer ce qui compte ? Rendez-vous dès maintenant sur chance.co pour faire le point gratuitement et transformer votre vie pro dès maintenant. S'engager sur le chemin de la connaissance de soi est une aventure exigeante, mais profondément libératrice. Cela demande d'interroger nos croyances et remettre en question ce que l'on pense être notre vérité. Mon invité du jour incarne cette quête singulière, philosophe inclassable. Il nous invite à travers ses stages, livres, vidéos et conférences à élargir notre regard sur nous-mêmes et sur le monde pour retrouver la liberté d'avoir le choix d'une autre vie, titre de son dernier livre. À l'occasion du premier épisode de l'année que je fais toujours en sa compagnie, nous nous demanderons s'il est l'heure de partir en voyage pour un retour à soi, en plongeant dans son tout nouveau programme, une véritable odyssée dans nos profondeurs, en 7 étapes et guidée par la recherche d'un sentiment de sécurité intérieure et de liberté personnelle. Je suis ravie de retrouver dans Métamorphose Franck Lobvet. Bonjour Franck. Bonjour Anne. Alors, comme vous l'entendez peut-être, je suis un peu malade, mais j'espère avoir toute ma tête. En tout cas, je suis ravie, Franck, de te retrouver pour cet épisode. Bonne année. Oui, bonne année, et bonne année à tous nos auditeurs. Oui, exactement. Alors, c'est un peu une tradition. On commence la saison 7 de Métamorphose et c'est le 7e épisode que j'enregistre avec toi. Déjà, c'est vrai ? Incroyable. Je crois que tu es l'invité que j'ai le plus reçu dans Métamorphose, en fait, depuis le début. Et le dernier... était avec, une fois n'est pas coutume, Arnaud Lecanu. On avait parlé de « Peut-on vraiment changer ?» Et c'était en janvier, évidemment, 2024. J'avais envie de te demander, alors là, tu sors tout juste d'un stage en Suisse. En début d'année, beaucoup de personnes ressentent le besoin d'un renouveau. Il y a comme une espèce de tradition. Alors, est-ce que c'est un truc qui est un peu surfait, qui est culturel ? Mais est-ce que pour toi, c'est une période finalement plus propice pour s'interroger peut-être sur le regard qu'on porte sur le monde, ou pas forcément ? Non, je n'ai pas du tout cet avis. C'est-à-dire, tu me demandes si le mois de janvier est une bonne période pour se vendre à soi-même qu'on va tout changer. Oui. C'est un peu ça, parce que beaucoup de gens se disent « Allez, c'est le début de l'année », ils ont comme un sort de regain de motivation. Oui. Je me doutais, c'est un peu provocateur de ma part de te poser cette question, je me doute de la réponse. Mais Je l'entends. Moi, je considère en fait que dès que notre quête nécessite un élan, elle est déjà pas au bon endroit. Si tu veux, je serais plus sur, plutôt que de dire « Allez, je me reprends en main, allez, je vais tout changer, etc. » J'irais plutôt sur quelque chose de beaucoup plus soft, beaucoup plus doux, et de renouer avec l'idée des étapes. Donc, de me remettre en accord avec le temps. En gros, plutôt que de chercher à évoluer, je vais chercher à vieillir. J'aurais carrément amené ça, tu vois, remettre ça dans le temps, c'est-à-dire si je grandis, ça n'est pas parce que je travaille sur moi,
c'est parce que je gagne en maturité. Je gagne en maturité parce que je vieillis, parce que j'ai plus d'expérience, et parce que le temps accompagne ma vie. Ma vie, c'est du temps qui s'écoule. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de le prendre. Tu as nommé ta nouvelle plateforme Odyssée. C'est vraiment un titre évocateur. L'Odyssée, ça fait vraiment référence à ce voyage intérieur et puis ce voyage extérieur. Pourquoi cette métaphore, en fait, elle te parle à toi ? En fait, si je peux être honnête, et je pense que je peux, si toi tu l'es pas, qui peut l'être? C'est une question qu'on pourrait se poser. Si toi t'es pas cash, qui l'est? C'est Arnaud, donc mon partenaire numérique, j'ai envie de dire, qui a trouvé ce nom, et j'ai trouvé ça cool, ça me plaît, cette idée du voyage. Parce que je suis profondément touché par l'idée de rentrer à la maison. Et en fait, ce qui me plaît dans l'Odyssée, à la limite, ça n'est pas tant le départ, c'est même pas tant le voyage, c'est l'idée qu'au bout, j'arrive pas dans un ailleurs, mais j'arrive au contraire j'arrive là où j'étais parti. En gros, pour moi, la quête de connaissance de soi, comme tu l'as nommé en préambule, c'est l'idée de rentrer à la maison, de revenir chez soi, de retourner à soi dans un espace où on se dit ça y est, je me sens en sécurité parce que je suis avec moi. D'ailleurs, tu parles pas mal par rapport à ce retour à soi, ça m'a interpellée, de sécurité intérieure par rapport à cette liberté personnelle. On en manque en fait de cette sécurité intérieure profondément ? Alors, ce que je crois pouvoir identifier, c'est que j'ai fait le tour depuis un moment. Je crois qu'il n'y a pas de sécurité sur cette planète, qu'il n'y a pas de sécurité en ce monde. C'est-à-dire qu'on est à la merci de ce qui se produit, les maladies, les accidents, les événements. Et la souffrance, elle est au programme d'une vie d'humain. Elle est une des possibilités qu'on va rencontrer. Et l'idée de la sécurité, pour moi, c'est d'être dans un état d'esprit qui me rend capable d'assurer en cas de coup dur, c'est-à-dire si la souffrance se présente, je serai au rendez-vous et je souffrirai comme l'occasion me demande de souffrir. Mais il est hors de question que tant que rien de douloureux se présente, je me mette à vivre dans la peur, de vivre dans la restriction, de vivre comme un rat qui est inquiet à l'idée de ce qui pourrait se produire. Je vis, et si quelque chose de douloureux se produit, je ferai comme tous les gens qui doivent traverser le pire. Je ferai face, je souffrirai, et puis avec de la résilience, j'espère que je me remettrai debout. Mais du coup, pour moi, la sécurité, c'est de faire confiance à la nature humaine, c'est-à-dire son pouvoir de résilience et son pouvoir de vivre de la souffrance et de s'en remettre. Quant à la sécurité intérieure, pour moi, c'est l'idée donc déjà de savoir que Franck est capable de souffrir, qu'il n'est pas en sucre. Et puis l'idée de la sécurité intérieure, ça prend en ce moment une autre couleur, tout doucement. Je profite, début 2025, pour annoncer un petit peu cette idée qui navigue là pour moi, qui colle avec l'idée de rentrer à la maison. C'est l'idée de retourner dans ce que j'appelle le ventre mou de l'humanité. Alors le ventre mou de l'humanité, on peut appeler ça autrement, c'est ce que pendant des années j'ai appelé la masse, les gens. Et je me faisais toute une gloire, en fait, d'être à l'extérieur de cette masse, de me penser pas comme la masse. Je ne pense pas comme les gens. Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. La masse fait comme ci, la masse fait comme ça. J'avais tendance à regarder les gens comme si ils étaient des beaufs et que moi, non, j'étais à l'exclusion de ça. J'avais une ouverture d'esprit ou une intelligence ou une culture qui me mettait à l'abri de tout ça. Et j'ai passé ma vie à chercher à me sentir comme en dehors de la masse. Et il y avait toujours un regard condescendant envers la masse. Jusqu'à quand, à peu près, quand tu dis ça ? Jusqu'à ce que je comprenne un truc tout bête, c'est que si je passe mon temps à expliquer que la réalité est une proposition et que chacun interprète la réalité à sa manière, ça signifie en fait qu'il n'y a pas de pure réalité, il n'y a que des événements qui se produisent et chacun, en fonction de comment il prend les événements, fabrique sa réalité. Donc je me suis dit, mais alors du coup, c'est quoi qui est le plus réel ? Qu'est-ce qui est le plus probant sur notre planète ? Et je me suis dit en fait que la vérité la plus probante, ça devrait être la réalité la plus communément admise. C'est-à-dire que je me suis dit que plutôt que de penser que j'étais plus intelligent que tout le reste de l'humanité, pourquoi je ne fais pas confiance à l'immense masse des humains en me disant en fait l'idée la plus communément admise, c'est la plus intelligente du moment, c'est-à-dire celle qui est la plus confortable, la plus rassurante, c'est l'endroit de ma sécurité.
C'est-à-dire, pour moi, la sécurité des humains, c'est l'endroit où on est ensemble. C'est-à-dire l'endroit où les humains pensent globalement la même chose. Ça peut paraître vraiment bizarre de penser ça. Oui, dit comme ça paraît bizarre, parce que du coup, ce ventre mou, on sait que parfois, il peut être un ventre mou, endoctriné, je mets des guillemets, on ne me voit pas, mais qui est en fait une pensée groupe qui ne pense pas vraiment par elle-même. En fait, cette pensée groupe qui ne penserait pas vraiment par elle-même, celle qu'on décrit comme étant ceux qui vont acheter du Nutella ou faire du temps de cerveau disponible pour du Coca, c'est encore notre condescendance et notre mépris qui nous fait parler d'eux comme une espèce de bande d'abrutis pas tout à fait éclairés, qui seraient à la merci du premier populiste venu. Et en fait, j'ai une autre idée, je parle pas de ça, je parle en fait de la sagesse commune des gens qui sont autour de nous, du bon sens commun, de la simplicité, au-delà en fait des aspects politisés, politiques, polarisés de tout ce qu'on peut voir dans les médias, de m'en remettre simplement à la sagesse populaire, à la sagesse des gens qui sont là, qui, au-delà de la politique, dans leur façon d'être avec leurs voisins, dans leur cuisine, avec leurs enfants, sont capables de passer des moments simples, d'avoir des idées simples, de relations simples. On a tendance à caricaturer les gens et à les pousser à entrer dans un camp, à les polariser, à leur demander de se positionner, à leur demander de quel camp ils appartiennent. Alors que, en fait, les gens autour de nous et les gens autour de moi et de toi sont des gens qui disent, vous savez, moi j'aimerais bien vivre sans qu'on me demande toutes les 5 minutes si je suis un gentil ou un méchant, si je suis du bon ou du mauvais côté. Et en fait, ma simplicité m'emmènerait simplement à avoir des relations j'ai envie de dire, basique, simple, d'une discussion superficielle, banale, et en ça extrêmement profonde dans la queue de la boulangerie avec Madame Michu. Mais par exemple, je fais référence à une discussion que j'ai eue avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans cette émission il y a quelques années, qui parlait de cette fameuse banalité du mal, ou finalement qui prend racine souvent dans notre enfance, et dans des troubles d'attachement qu'on peut avoir. Lui qui a vécu, par exemple, la Shoah et qui a fait ce parcours justement dont tu parlais de résilience, tu employais ce mot tout à l'heure, dit que nous ne sommes pas forcément égaux par rapport à ces blessures de départ, et que parfois cette blessure d'attachement peut nous contribuer en fait à nous faire trouver la sécurité dans un groupe, que ce soit un groupe totalitaire, etc., pour y trouver une forme de sécurité intérieure qu'on n'a pas eue. Oui, je suis 100% d'accord avec ça. Oui. J'ai vraiment le sentiment que la blessure fondamentale, c'est effectivement ça. Je n'avais jamais rejoint cet homme comme tu es en train de le nommer. Mais effectivement, pour moi, le besoin d'une famille est quelque chose en fait qui nous attache au plus profond. Et lorsqu'on ne se sent pas entendu dans notre famille, on va chercher à se faire entendre par un groupe qui résonne sur la même blessure que nous, de manière à ce qu'enfin notre blessure ne reste pas un cri silencieux, mais qu'on puisse enfin se sentir entendu et affilié. Et cette affiliation, c'est la réponse à l'attachement dont tu es en train de parler, quelque chose de l'ordre de se retrouver à cet endroit-là. Et c'est justement dans cette perspective que je parle du ventre mou de l'humanité. C'est-à-dire que plutôt que de trier l'humanité en termes de qui a la même blessure que moi, qui a le même angle de vue que moi, qui résonne sur les mêmes points aux mêmes endroits et au même moment, qui est blessé par les mêmes stimuli, qui se sent stigmatisé au même moment, et plutôt que de participer à faire des camps dans ma quête de famille, j'élargissais tout ça en me disant, mais ma famille, en fait, je suis né dedans, ça s'appelle l'humanité. Et au lieu de passer mon temps à la mépriser, à la cracher, parce que j'ai mal, parce que l'humanité fait mal, parce que la vie fait mal, est-ce que en fait notre première famille, la plus simple, la plus évidente, c'est pas simplement l'autre, le ventre mou de l'humanité? C'est ça. Tout à l'heure, quand tu parlais de cette sécurité intérieure, c'est vraiment très intéressant de voir que dans cette perspective de vivre la souffrance, de vivre finalement ce qui est là, certains y arrivent mieux que d'autres, quelle que soit finalement leur histoire. Et ça reste quand même un mystère pour aujourd'hui à mes yeux. Qu'est-ce qui fait que certains sont dans un niveau d'anxiété très, très important, très haut niveau, alors qu'intellectuellement, ils ont compris peut-être ce que tu dis, mais ils n'y arrivent pas concrètement? J'imagine en fait que c'est parce qu'il est des douleurs en fait qui ne sont pas évitables. En fait, quand je parle de cette capacité qu'on a de souffrir quand la situation le demande, je parle de souffrances qui sont inévitables.
Je ne parle pas en fait de l'angoisse qui naît de la projection qu'on aura de l'avenir avec ce qui pourrait se passer de pire. Et oh mon Dieu, mais si on me quitte. Et oh mon Dieu, mais s'il y a la guerre. Et oh mon Dieu, mais si... Et ainsi de suite. Je parle en fait de la vie que les gens vivent, justement. Pas la moitié... la moitié, pas le petit pourcentage de personnes occupées à se demander si leur confort va s'évanouir. Je parle en fait de ce que vivent les humains. C'est-à-dire que lorsque il s'agit de la survie de nos enfants, lorsqu'il s'agit de la folie de la vie, de la folie des hommes, de quand on rencontre le pire, et que la souffrance est présente, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est capable de la traverser. Et c'est lorsqu'on l'a traversée qu'on en ressort avec des ressources. Pour des exemples super simples. Moi, j'ai rencontré, par exemple, une souffrance toute bête, qui est à la portée de chacun, qui a été de vivre pendant 15 jours ou 3 semaines sur un lit d'hôpital dans des douleurs hallucinantes suite à l'AVC que j'ai vécu il y a une dizaine d'années, et qui me demandait donc d'être sous haute dose de morphine, en ayant la sensation d'avoir été complètement épluché. J'avais l'impression d'avoir été écorché vif. J'avais envie de mourir parce que je supportais plus la douleur. Ça a fini par passer, Dieu merci, tout ça est loin derrière moi. Mais ce moment de souffrance particulier fait qu'aujourd'hui, quand je me couche le soir dans mon lit et que j'ai mal nulle part, je suis envahi par une vague de bien-être, une vague de bonheur tous les jours, juste du simple fait de ne pas avoir mal. Tous les jours précédant cet AVC, lorsque je n'avais pas encore rencontré cette douleur et que je me couchais le soir sans douleur, j'étais pas du tout envahi par cette sensation de bonheur. J'ai été envahi par cette sensation de bonheur que depuis que j'ai été envahi par cette sensation de malheur. La douleur et le bien-être sont en fait totalement indissociables. C'est parce que j'ai vécu quelque chose d'extrêmement douloureux qu'aujourd'hui je sais à quel point c'est doux d'avoir mal nulle part. Et puis exactement de la même manière, d'avoir simplement traversé un moment difficile, d'avoir souffert, me rappelle en fait que ça se surmonte, que là où à un moment donné j'avais envie de mourir et que je pensais que c'était pas surmontable, je me rends compte que non seulement ça se surmonte, mais ça te donne de la force. Et quand tu parles avec tous les gens qui ont souffert, et Boris Cyrulnik le premier j'imagine, tu t'aperçois en fait que d'avoir traversé l'enfer te donne une force incroyable pour justement gagner ton paradis. Alors, j'ai un médecin psychiatre qui me dit que certaines personnes, ça ne les renforce pas, ça les met à terre, en fait, la souffrance. Ça aggrave, en fait, leur cas, dans ce qu'ils voient, dans sa pratique clinique. Oui. Donc, est-ce que ça dépend, justement, encore une fois, de chaque être humain ? Eh ben, écoute, là, j'en sais rien, puisque je ne fais pas partie de tes amis diplômés. Donc, je n'ai que, si tu veux, une perspective. Mon angle de vue souffre sûrement des tas et des tas d'exceptions. Et mon angle de vue, en fait, c'est que la peur de la souffrance génère énormément de souffrance, là où l'acceptation d'une souffrance éventuelle peut donner simplement le courage de vivre quelque chose simplement. Tu sais, on passe pas toute notre vie dans des drames. Moi, la plupart des gens que je reçois ont des problèmes qui ne sont pas des drames, puisque je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre. La plupart des gens que je rencontre ont des problèmes d'histoire d'amour. Et en fait, si par exemple, dans la peur de vivre une rupture un jour, ou dans la peur de vivre un chagrin d'amour, je ne peux plus vivre une histoire d'amour, c'est dommage. Je préférerais vivre une histoire d'amour, et si un jour je dois souffrir, que je souffre. Est-ce que les gens, justement, viennent te voir, vous le dites dans le parcours Odyssée, pour un peu deux raisons, il y a un peu de profil. Il y a des personnes qui ont des blessures parfois assez importantes, et puis d'autres qui sont aussi des curieux, qui sont simplement dans une perspective de meilleure connaissance de soi. Et je me suis dit, est-ce que pour toi, est-ce que tout être humain est un être blessé d'une certaine manière ? On pourrait dire névrosé si on s'intéresse à la psychanalyse, peu importe les mots. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ça. Oui, je pense qu'effectivement, tous les humains sont blessés. Et je pense que ça n'a, à mon sens, ça reste totalement mon point de vue, absolument aucune importance. C'est-à-dire que je ne veux pas m'attarder aux blessures des gens, à nos perspectives d'enfants. Je me suis pas senti entendu, mon père était là, mais même quand il était là, il n'était pas là, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Pour moi, ça n'a aucune... Il y a moyen que ça n'ait absolument aucune importance. C'est pas tant le sujet. Moi, les gens qui... Pourquoi c'est pas ton sujet, d'ailleurs ? C'est pas mon sujet parce que justement, en fait, l'idée pour moi, c'est d'arrêter de considérer ma vie comme un problème à résoudre et surtout d'arrêter de chercher les causes et les coupables à mes sensations. C'est-à-dire que ma vie, c'est ma vie et j'aime partir de l'endroit où je suis.
Donc, moi qui te parle, je suis un homme blessé par son enfance, puis par son vécu, et cette blessure, elle est constitutive de qui je suis. Je n'ai pas envie d'aller mieux, je n'ai pas envie de nager dans le bien-être, j'ai envie de faire avec ce que je suis, et je sais que mes blessures sont totalement constitutives de Franck. Si je les enlevais, Franck ne serait pas Franck. Je n'aurais pas la même façon de regarder, de toucher mes enfants, de regarder le monde, d'interagir avec, et j'ai cette forte intention d'accepter Franck dans la totalité de ses parts, blessures y compris, dans la mesure où effectivement je n'ai pas fait face au pire, je peux vivre avec. Oui. Pour ceux qui ont fait face au pire, hop, on retourne chez tes amis diplômés. Cela dit, quand même, tu as fait face au pire avec cette douleur. Ça, c'était quand même un pire. Parce que tu as dit, j'ai voulu en mourir. Oui, tu as failli en mourir déjà, ça, et puis tu as voulu mourir après. C'est un pire, et en même temps, comme je pense que tous nos auditeurs seront d'accord avec ça, quand ça t'arrive à toi, ça n'a aucune importance. Le pire, c'est si ça était arrivé à un de mes enfants. Donc, j'ai pas rencontré le pire. Et chacun a son pire, évidemment, tu vois. Et tout ça, ça se respire allègrement. Mais pour ce qui est de l'Odyssée, ce qui était important dans cette question, le truc auquel j'ai envie de répondre, c'est qu'il traîne une espèce d'ambiance comme ça autour de la quête de soi, qui voudrait qu'on doive aller mal pour avoir envie de se connaître, ou que les gens qui font des démarches de connaissance d'eux-mêmes sont des gens fragiles, ou des gens paumés, ou des gens qui, si on se pose des questions, c'est qu'on ne sait pas où on va, et si on ne sait pas où on va, c'est qu'on est un peu paumé. Et moi, en fait, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui sait où il va, il doit être sacrément paumé. Parce que je me demande, en fait, on va où ? Ça signifie quoi ? C'est quoi avancer ? Tout le monde a l'air sûr de devoir avancer, mais vers où ? Évoluer, d'accord, mais vers quoi ? Et je trouve ça intéressant, en fait, de prendre la quête de soi comme étant un signe de bonne santé. Et tu en termines là. Oui. Tu as beaucoup parlé, et on en a longuement discuté dans ces émissions, et puis dans ton ouvrage, Ton autre vie, chez Erol, du pas de côté. Mais tu parles aussi de prendre du recul, du pas qu'on peut faire un peu en arrière, de prendre du recul. Est-ce que c'est la même chose pour toi ? Ça veut dire quoi ? Non, il ne s'agit pas de la même chose. D'ailleurs, je ne suis pas convaincu de parler de ces deux trucs-là. Excuse-moi, juste pour... Oui. Le pas de côté, c'est encore un coup de génie d'Arnaud qui cherche à se dire, mais alors, qu'est-ce qui produit Franck ? Et c'est un pas de côté. Et j'accepte le truc, mais c'est vrai que j'en ai pas fait ma philosophie. Quant au pas de recul... je suis pas trop là-dessus non plus. Moi, je suis plutôt sur un autre truc qui est l'idée d'utiliser au maximum mon intelligence et la maturité émotionnelle pour me comporter dans la vie. C'est-à-dire, lorsque j'ai l'occasion de dire une petite phrase rabaissante à mon conjoint, de ne pas la dire. Lorsque j'ai l'occasion de prendre pouvoir en telle ou telle circonstance pour expliquer à quel point j'ai raison, de ne pas être obligé de le faire. Lorsque j'entends une phrase que j'aurais pu entendre comme blessante, d'en faire un peu le tour pour me dire comment j'aurais pu prendre ça autrement, et comment je pourrais ne pas alimenter une guerre, une croisade, et encore l'idée de sortir le glaive de la justice pour corriger, etc., etc. Donc j'irais utiliser dans les deux cas, pour réunir l'idée du pas de côté et l'idée du pas de recul, l'idée simplement de la maturité émotionnelle qui consiste à arrêter de chercher des coupables à chaque fois que j'ai une sensation désagréable. Et ne pas chercher non plus à éradiquer ou évacuer toute sensation désagréable comme si elle n'avait rien à faire là. Je pense que les sensations de douleur, les sensations de mal-être sont au programme d'une vie humaine, et que des fois dans notre quête de bien-être, dans notre quête de mieux-être, on finit par se perdre complètement et à oublier en fait que se sentir mal ne nécessite pas l'apparition de coupables, ni de correction, ni de justice. C'est intéressant parce que cette idée de s'élargir, ça revient à ce que tu disais précédemment. Il y a ce côté, finalement, j'en sais rien, il n'y a pas d'évolution. Oui, je suis paumée dans le sens où finalement tout peut s'arrêter à un moment donné. Et cette idée d'accepter cet éloignement de soi, c'est aussi faire ce pas justement de côté, de se dire finalement je ne peux pas grand-chose. Il y a une vision assez fataliste en cela. Non. Voire même stoïcienne, peut-être. Je ne sais pas. Alors chez les stoïciens, c'est vraiment l'acceptation. Ce n'est pas ne pas souffrir. Qui est une vision caricaturale du stoïcisme, c'est comment j'accepte finalement que c'est comme ça. Alors écoute, je ne sais pas à quelle école de philosophie on pourra m'affilier. J'en ai beaucoup entendu, mais je suis pas assez érudit pour te répondre. Moi, ce que je peux te dire, c'est comment je vois les choses.
Pour moi, la réalité, c'est une constante proposition. Et mon pouvoir réside dans comment j'interprète la proposition qu'est la réalité. Pour moi, les humains sont des artistes, c'est-à-dire qu'ils sont une sorte d'instrument de musique et on leur propose une partition et ils vont jouer la partition un peu comme ils veulent. Quand j'entends une phrase, je la prends comme je veux. Quand je vois une situation, je la prends comme je veux. Je me suis beaucoup appuyé pour imager ça, j'en reparle souvent, parce qu'il m'a beaucoup touché, ce mec-là, tu sais, qui disait « vous n'aurez pas ma haine ». J'ai beaucoup parlé de lui. Après le Bataclan, Après le Bataclan, qui disait, après avoir perdu son gamin là-dedans, dire « vous n'aurez pas ma haine ». Et son exemple est tellement probant et tellement puissant de pouvoir dire la réalité est la réalité. Mon enfant est mort, voilà ce qui s'est produit, mais cette réalité n'est pas... ne va pas déclencher chez moi automatiquement ce que vous pensiez déclencher. Je reste maître de la situation parce que je choisis comment je prends les choses et personne ne peut me forcer à ça. Et moi, en fait, c'est ça mon point, elle est là ma liberté. Je prends la vie comme j'ai envie de la prendre et vous ne me forcerez pas à la prendre autrement que comme j'ai envie. Vous ne pouvez pas me rendre heureux, vous ne pouvez pas me rendre malheureux, c'est moi qui choisis comment je prends les choses. Et pour ça, en fait, je me sers simplement de l'idée que dans chaque événement, dans chaque phrase que j'entends, dans chaque situation que je vois, m'est permis d'aller voir comment j'ai envie de la prendre, quelle intention pouvait sous-tendre la phrase de l'autre, ce qui s'est produit, etc. Et puis, il y a ce qui se produit que j'appelle la folie des hommes et la folie de la vie, c'est-à-dire les choses qui sont tellement fortes, qui se produisent avec une telle puissance dans ta vie, que tu ne vois pas d'autres façon de l'apprendre que comme tu vas l'apprendre. Et là, il y a toutes les chances pour que tu t'écroules et que tu souffres. Puis tu te remets, et puis tu as quelque chose d'autre dans tes bagages te permettant d'avoir un peu plus de solidité, un peu plus de pouvoir pour interpréter les prochaines propositions du vivant. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose justement à regarder, à faire, ou finalement rien? Parce que les gens qui viennent te voir en stage cherchent, pour l'avoir vécu avec toi il y a quelques années, et c'est une espèce de machine à laver, mais souvent les gens viennent dans l'intention qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un changement. On revient toujours à cette idée de... Oui, souvent, mais j'avoue que le principal changement qui se passe chez les gens, peut-être, c'est qu'ils finissent par avoir l'autorisation de fonctionner comme ils fonctionnent naturellement, plutôt que de continuer de fonctionner comme on doit fonctionner pour être une bonne personne. Et l'idée, c'est qu'au fond, peut-être ils viennent pour changer, alors que je leur permets d'arriver à ne pas changer, regarder comment ils fonctionnent, voir comment ça peut devenir une ressource, et pouvoir s'appuyer sur eux-mêmes. Donc, je ne sais pas si on est juste en train de jouer avec de la sémantique, mais en tout cas, c'est un peu ça mon idée sous-jacente, c'est un peu ça que je cherche à proposer. Et il y a chez moi quelque chose qui a bougé, tu sais, quand je te parle du ventre mou de l'humanité, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que j'ai vécu la plupart de mon temps, et de toute façon, je pense que tous tes auditeurs ont déjà parfaitement compris dans quelle présomption, dans quel soupçon d'arrogance je me trimballais tout le temps. Il y a toujours quelque chose comme ça autour de moi. J'ai vécu la plupart de ma vie dans la sensation d'avoir une longueur d'avance, d'avoir l'esprit peut-être un peu plus ouvert, ou d'avoir un peu mieux vu ce qu'allait se passer. Et cette façon-là, cette présomption chez moi, elle me donnait le sentiment que j'avais une longueur d'avance. Ce qui me donnait ce regard condescendant sur le fameux ventre mou de l'humanité, de tous ces gens que j'avais aucune difficulté à qualifier de débiles, incapables de creuser, de se poser des questions. Et puis, ma quête évoluant, j'ai fini par me rendre compte que finalement, le projet pour nous sur cette planète, c'était peut-être simplement de venir être soi, et qu'on n'avait pas d'autre mission que d'incarner ce qu'on est naturellement, et que quand on avait l'impression de se tromper, c'était parfaitement ça qu'il fallait être, et quand on avait l'impression d'être paumé, c'était encore ça qu'il fallait être, et ainsi de suite. Et puis, j'ai pensé à ce type qui est là, qui est... Un des archétypes dont je me sers, qui est le boucher charcutier Front National du coin de la rue. Et dans ton village dans un village ou n'importe quel village. Ouais. Et ce boucher charcutier, il n'existe pas. Et c'est le gars dont je me servais pour me faire croire que moi j'étais le bien et que lui était le mal. Voilà, parce que lui il est boucher, et puis parce que moi je vais être écolo, et puis parce que lui il est Front National, alors que moi je suis un gentil, tout doux hippie de gauche.
Et puis, cette vision m'est devenue complètement insupportable. Je me dis, en fait, que ce gars-là, qui est là, en train de couper du roast beef et de le servir à Madame Michu, qui lui parle en même temps de la météo et de tout ce qui se passe en ce moment à la télé, cet homme-là, il est une version du divin magnifique, en train d'incarner qui il est d'une manière peut-être totalement inconsciente et en même temps totalement pure. Et que moi, là-dedans, dans ma certitude d'être là avec une longueur d'avance, à croire en fait que lorsque le monde aura compris, ouvert sa conscience et pensera comme moi, le monde ira mieux. Et ça, en fait, je peux plus l'entendre. Je peux plus l'entendre ni de moi ni des autres, d'ailleurs. Je supporte plus ce point de vue. Je pense en fait que cette personne, elle est en train d'incarner le divin d'une manière magnifique. Comme moi, en fait, dans ma quête gogo spirituelle, je suis en train d'incarner le divin d'une manière absolument magnifique. Et dans cette perspective, personne n'a de l'avance et personne n'a de retard. Et quand tu ne sais plus qui a de l'avance et qui a du retard, tu ne sais plus où va l'humanité. En fait, tu peux plus dire j'évolue. Tu sais pas en fait si tu évolues ou pas. Tu peux plus dire j'avance. Et c'est pour ça que j'ai résolu le truc en disant je n'avance pas, j'évolue pas, je vieillis. Tout bêtement. Et cette personne-là, elle n'est pas en retard, elle n'est pas en avance parce que je sais pas où on va. Et ça permet en fait de se dire faut arrêter avec ces clivages, ces postures et ces hiérarchies. Donc on redescend d'un cran, je suis comme lui, il est comme moi, et on a chacun nos angles de vue, et ils ont le droit, ils sont respectables. On n'a pas il n'y a pas pour toi de vision de transcendance, justement, dans cette idée de retourner des polarités, d'aller mettre de la lumière dans de l'ombre, tout est un tout dans Moi j'ai ce divin pour toi, justement. Suffisamment pratiqué à recevoir des gens qui en permanence sont persuadés d'être dans une quête spirituelle, qui sont dans une quête de travail sur eux, d'équanimité, d'instant présent, de lumière, d'amour, de partage, d'accueil. Et quand tu creuses 5 minutes avec, c'est la guerre avec papa et maman, c'est la haine dans les clans, c'est les conflits dans les couples, c'est la haine à tous les étages. Moi, j'en peux plus, en fait, du bien qui se croit le bien et qui sort les kalachnikovs pour aller répandre le bien partout où il passe. Donc, si tu veux, j'arrive plus à souscrire à ça. Pour moi, en fait, la transcendance, c'est justement être capable de rester à sa place. Parce que c'est ça qui fait évoluer. C'est quand on reste à sa place qu'on évolue, qu'on est un être évolué peut-être. C'est quand on tient son poste et qu'on arrête en fait de chercher à se positionner et qu'on arrête de passer sa vie à se définir. Moi, je suis comme ça et pas comme ça. Moi, on m'a rien donné, mais j'ai fait ceci. Et ainsi. Arrêter de se définir, arrêter de rédiger éternellement sa carte de visite. C'est peut-être ça la transcendance. Arriver simplement à regarder l'autre comme étant un autre et lui laisser le droit à sa vision du monde. Tu as parlé à plusieurs reprises de Dieu. C'est assez rare quand même, Franck, que je t'entende parler aussi du divin. Quel est ton rapport, toi, au divin ? Comment est-ce que tu vois Dieu aujourd'hui, si on peut voir Dieu ? J'ai fait attention, justement, dans les mots que j'ai prononcés, à bien parler de divin et pas de Dieu, pour justement éviter le mélange. Moi, j'ai le sentiment que dès qu'on parle de Dieu, on parle d'une présence, on parle d'une volonté, on parle d'une intention, c'est-à-dire qu'on personnalise le truc, comme si donc le divin avait des intentions pour nous, le divin avait une façon d'être. Pour moi, Dieu, en fait, si tu veux, c'est le divin, c'est-à-dire la mécanique gigantesque dans laquelle s'inscrivent la course des étoiles, mais sûrement pas une personnalité avec des desiderata, des trucs qu'elle aime et des trucs qu'elle aime pas, des désirs de faut faire comme ça et pas autrement, faut penser comme ça et pas autrement, faut se comporter comme ça et pas autrement. Tout ceci, en fait, me rappelle tout sauf Dieu. Donc, je ne confonds pas les deux. Je disais, en fait, si l'idée, c'est d'incarner le divin, c'était... j'aurais pu le dire autrement, mais voilà, je tendais un petit piège, parce que j'aime bien créer ces petits pièges-là, mais j'aurais pu le dire autrement, j'aurais pu dire, si l'idée pour nous, c'est d'incarner une forme de vie, la forme de vie qui est ce monsieur qui est boucher charcutier Front National au coin de la rue, et la forme de vie que je suis, moi, derrière mon micro, à penser que j'ai une longueur d'avance sur le monde, ces deux versions de la vie sont tout à fait égales. Il n'y en a pas un qui a une longueur d'avance sur l'autre, il n'y en a pas un qui est plus évolué que l'autre, et donc j'ai renoncé à alimenter la croyance chez les gens qu'ils pouvaient avancer ou évoluer en pensant que quelque part ils allaient vers le bien. Je ne souscris plus à ces points de vue. Juste, en fait, je voulais conclure en rappelant que c'était ça qui était derrière mon idée du fameux ventre mou de l'humanité. Même si l'image n'est pas très noble, on pourrait trouver peut-être un moyen plus beau d'appeler l'ensemble de notre fraternité ou de notre communauté, que ça soit moins perché ou moins galvaudé.
Il y a eu des mots, est-ce qu'on pourrait prendre des mots comme noosphère ou une âme groupe ou non, c'est ça. Tout non. ça fait référence à des choses Allez, qui sont trop on retourne dans le ventre mou. Ouais, c'est ça. François Hollande, le ventre mou de l'humanité. François Hollande, si tu nous entends, sors de ce corps. Non, mais c'est vrai, c'est ça, parce que c'est simple, parce que c'est tout, et puis parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on est, quoi. Tu vois, c'est le ventre mou de l'humanité. On n'est pas des mannequins, on est des beaufs. Moi, j'aime ça maintenant. On a un seul endroit de pouvoir, tu as dit. Alors, ce parcours Odyssée, c'est des heures et des heures d'écoute. Donc, il y a plusieurs étapes, etc. Si tu as envie, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Mais tu as dit à un moment, on a un seul endroit de pouvoir, les sentiments que je vais tirer d'événements qui se produisent. Ça, je trouve ça très intéressant, cette idée de sentiments. Ces sentiments, ça veut dire qu'on a une conscience quand même de ce qu'on est en train de vivre, une conscience émotionnelle, physiologique, corporelle, je ne sais pas comment tu la nommes, mais de ce qui est en train de se passer. Évidemment, mais nous sommes des êtres sensitifs. Alors, mais pour tout, tu sais, tu as une conscience de ton corps dans l'espace. Si tu fermes les yeux et que tu bouges ta main, tu sais exactement où est ta main. Tu n'as pas besoin de la regarder pour savoir où elle est. Tu es constamment en train de sentir et tu sais exactement où tu es et quand tu es. Donc, évidemment, on sait ce qui se passe en nous. Mais ce que je veux dire à travers cette idée de veiller aux sentiments, c'est que lorsque je vis dans un monde où je dis la réalité, c'est la réalité et c'est la dure réalité, et si l'autre fait ça, je vais me sentir heureux, si l'autre fait ça, je vais me sentir malheureux, en fait, c'est le monde autour de moi qui a les clés de comment je me sens. Alors les gens cherchent le bonheur en empilant, en réunissant des briques les unes sur les autres, c'est-à-dire si j'ai ce métier, si j'ai cet appartement, si j'ai ce conjoint, si j'ai ce nombre d'enfants, si j'habite à cet endroit-là, je serai heureux. Et tout le monde s'aperçoit que de brique après brique, il n'est pas plus heureux et que ça ne comble pas le sentiment. Moi, le truc qui compte pour moi, c'est que lorsque quelque chose se produit dans la vie, je veux que le sentiment que je veux tirer de ce qui va se produire vienne de moi. Je veux que ce que je vis soit le résultat de mon choix. Si je suis en colère, c'est pas parce que quelqu'un appuie sur un bouton et qu'on peut me mettre en colère sur mesure à chaque fois qu'on aborde tel ou tel sujet. Je veux que ça soit le résultat de mon choix. J'aime être en colère, mais je veux que ça soit le résultat de mon choix. J'aime me sentir joyeux et je veux que ça soit le résultat de mon choix. Je ne veux pas en fait filer les clés aux uns et aux autres et en leur disant allez-y, agissez, et selon ce que vous allez choisir de produire dans la vie, moi je vais être heureux ou malheureux. Pour moi, ça n'est pas supportable. J'ai le choix de prendre la vie comme je veux. Y compris par exemple dans l'exemple du conjoint ou de la maison, enfin c'est pas du tout le même exemple, mais si jamais je me sens pas bien avec le conjoint, il porte une part peut-être de responsabilité, moi aussi. Donc souvent, les personnes vont reporter la faute. Il n'est pas comme ceci. Si je change, je serai mieux. Il y a quand même beaucoup de comportements de gens qui vont vers un autre couple parce qu'ils pensent que ça va leur permettre d'aller mieux. Est-ce que ça veut dire, si je pousse le truc au bout, que finalement, parfois, il vaut mieux rester et essayer de se dire... Je trouve une forme de satisfaction dans ce qui se passe. C'est une question qui me revient souvent et à laquelle je ne réponds jamais, parce que la déontologie me demande de jamais demander à quelqu'un, en tout cas de jamais aiguiller quelqu'un sur rester ou s'en aller, parce que ça appartient à chacun. Et qu'en plus, dans ma vision, rester ou s'en aller, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, en fait, c'est d'être capable de décorréler d'une manière tout à fait simple. Il s'agit donc de couper les liens, décorréler comment je me sens de l'intention de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me sens écrasé que l'autre veut m'écraser. C'est pas parce que je ne me sens pas entendu que l'autre ne veut pas m'entendre. Ce n'est pas parce que je me sens agressé que l'autre veut m'agresser. Et si je suis incapable, strictement incapable, de faire la nuance entre ce que je sens et ce qu'est la réalité de ce monde, eh ben je resterai constamment à la merci de ce monde. Et c'est ça, en fait, la maturité émotionnelle dont je parle. C'est-à-dire que c'est pas parce que je sens quelque chose que le monde veut que je ressente ça. Et tant que je ne suis pas capable de faire la différence, je reste enfermé, strictement enfermé, puisque je crois en fait que le monde génère chez moi comment je me sens, et que je ne vois pas en fait que ça relève d'un choix. Donc à cet endroit-là, quand tu perds le choix, tu perds le pouvoir. Le pouvoir, c'est le choix. Il n'y a pas de nuance pour moi, c'est presque un synonyme. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de pouvoir. Pouvoir, c'est opter, c'est choisir. Tout ça, c'est la même notion. Donc
Je ressens des choses. Et ça peut je peux me sentir, avoir l'impression que l'autre me reproche quelque chose, ou je me sens pas entendu, ou je me sens pas respecté, ou je me sens pas comme ceci et pas comme cela. D'ailleurs, la plupart des gens, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, verraient que quand ils ne se sentent pas respectés, ça n'est pas que dans leur couple. Ils se sentent pas respectés dans leur couple, ils ont le même problème dans leur famille, et encore le même problème dans leur boulot. C'est systémique un peu. C'est systémique, dans le sens de chaque situation leur permet, une fois de plus, de se sentir comme ça, et ils s'en saisissent à chaque fois. Ils auraient l'opportunité de dire, tiens, c'est pas parce que je me sens comme ça que c'est l'intention que porte l'autre. Et je peux donc apprendre à séparer ce que je sens de l'ultime réalité. C'est-à-dire, ce que je sens, c'est le monde dans lequel je vis et c'est ma réalité, mais ça n'est pas l'unique réalité possible. C'est pas parce que je sens ça que c'est la réalité. Je sens ça, donc c'est la réalité dans laquelle je vis. C'est mon morceau à moi de réalité. Mais ça n'est pas la réalité ultime. Quand on t'entend, on peut le comprendre intellectuellement. Est-ce que tu vois des gens qui n'arrivent pas forcément à le vivre après t'avoir entendu? Non, je vois des gens qui ne veulent pas le vivre. La plupart des gens ne veulent pas vivre ça parce qu'il y a un confort immense à se sentir constamment victime des gens, victime du monde, victime de papa, victime de maman, victime de mon conjoint, victime de mon boulot. Parce qu'en fait, à se sentir constamment le jouet d'eux ou à la merci d'eux, etc., ça me permet de justifier pourquoi je suis pas heureux, pourquoi je me bouge pas dans la vie, c'est presque confortable. En fait, c'est pourquoi j'ai la vie que j'ai, à cause des autres. Et pourquoi je me sens comme je me sens, à cause des autres. Fin de l'histoire, fin de l'introspection. De là, en plus, si tu veux, on va aller plus loin là-dedans, c'est que les gens donc vont dire je vais pas bien à cause des autres. Puis ensuite, ils vont dire « mais moi, puisque je vais être une bonne personne, je vais travailler sur moi ». Et ils vont travailler sur eux dans l'idée ensuite de pardonner aux autres ce qu'ils ont vécu avec. Ah oui, alors ça, tu en parles effectivement du pardon, c'est une des étapes. Hein. Et là, effectivement, ils enfoncent le clou, c'est-à-dire que lorsque j'ai pardonné à quelqu'un un truc qu'il n'a pas fait, je viens d'installer et de graver dans le marbre l'idée qu'il l'a fait. Donc prenons un exemple tout bête pour vraiment imager. Ouais, tu sors d'un stage, c'est des cas que tu revois tout le temps. Ça. Oui, ouais, c'est tout à fait récurrent chez nous, puisque en fait, nous, notre sport, c'est chercher des coupables pour ce qu'on n'a pas dans la vie. C'est pourquoi je suis pas ceci. Vite, trouvez-moi un coupable que je puisse expliquer ça. Tu te surprends à revenir, toi, parfois dans ce mécanisme ou pas vraiment? Non, je m'en fous, j'ai pas besoin de coupable parce que je suis d'accord pour souffrir. Donc quand j'ai mal, c'est tout, et ça nécessite pas tout de suite que je dise mais d'où ça vient, et c'est pas normal, et qui en est la source? Non, j'ai mal, si, tu vas t'en remettre gros, tu vois. Pardon, je t'ai coupé dans ton exemple, Non, mais je t'en prie, après c'est un exemple basique, j'en sais rien, c'est... Sur figer le pardon, tiens, tu sais, dans mon bouquin, je donnais l'exemple de ce papa qui dit à sa fille tu vas sortir habillée comme ça. Et là, elle a deux options. Elle peut dire tu vas sortir habillée comme ça, c'est-à-dire mon père est en train de me traiter de traîner. Ou alors, mon père a peur de ce qui pourrait m'arriver et est en train d'essayer de me dire qu'il a peur pour moi. Donc, j'ai deux versions complètement opposées avec la même phrase. Beaucoup, en fait, vont se servir de la phrase immédiatement pour se sentir victime de papa, puisque d'un seul coup, ça leur permet d'incarner le bien, puisqu'ils sont victimes, et que l'autre incarne le mal, puisqu'il est le bourreau. Et en général, ça suffit à se sentir une bonne personne. L'autre est le mal, moi je suis le bien, j'ai fait face à ça, tu te rends compte de ce qu'on m'a fait, tu te rends compte de ce qu'on m'a dit. Et une fois que je vais avoir instrumentalisé mon père pour faire de moi une bonne personne et de lui une mauvaise, je vais ensuite aller dans un cercle thérapeutique où on apprend à être des meilleures personnes que les voisins, en ayant travaillé sur nous. Et l'idée qu'on va me proposer, c'est de pardonner à mon père de m'avoir traité de traîné. Ce qui finalement n'est jamais arrivé. Il a dit cette phrase, et moi je l'ai pris comme ça. Et quand je vais pardonner à l'autre quelque chose qu'il n'a jamais produit, je vais empirer. C'est-à-dire que d'un seul coup... On creuse le pli, là. On creuse évidemment le sillon. Dans la mesure où là, maintenant, je ne peux plus douter de ce que j'ai vécu, donc j'arrive même plus à le remettre en cause. Je viens d'entériner que je suis une victime ad vitam aeternam. Et en plus, derrière, je vais aller ramener mon pardon en vainqueur à papa en lui disant « Je te pardonne de m'avoir traité de traîné ». Et là, on ne va pas comprendre pourquoi papa n'accepte pas notre pardon et nous envoie chier. Attends. En fait, tu es en train de le pardonner un truc que lui n'a pas fait de là où il regarde. Parce que là, de lui où il regarde, il est resté toujours sur un angle. Protéger ma fille de ce qui pourrait lui arriver. Alors évidemment, sa phrase, elle est interprétable, mais en fait, la plupart des phrases sont interprétables. Dans cette idée, on en a beaucoup parlé dans d'autres épisodes, et puis toi, dans le parcours Odyssée, évidemment, tu parles de ce regard, de là où on regarde. Pourquoi est-ce que l'humanité, finalement, on est fait comme ça, de vouloir prendre l'ascendant, prendre le pouvoir, se sentir coupable, être sans arrêt dans cette idée un peu de possession, de posséder, en fait?
Alors, que ce soit un pays, une nation, etc. Je comprends, et si tu veux... D'ascendant, voilà. Alors, si tu veux, pour moi, c'est pas un désir d'ascendant. Ces façons qu'ont les nations de chercher à se posséder les unes les autres est une façon, au fond, pour moi, de neutraliser une nation au nom de nos enfants. Donc, si, par exemple, je dis notre sainte mère, la Russie, on est sur la maman, les Russes deviennent les enfants, et donc, au nom de protéger mes enfants, je dois neutraliser les menaces possibles extérieures, etc., etc. On revient sur les gros papas et les grosses mamans de Boris Cyrulnik, là, sécuritaire. Voilà. Je connais pas son monde, mais effectivement, en tout cas, je parle de ça. Et je crois que finalement, dans cette perspective de protéger nos enfants, on est face à quelque chose qui est assez insidieux. Je vais essayer de t'expliquer simplement de quoi il s'agit. Ça peut paraître caricatural. Charge tes auditeurs d'amener de la nuance dans tout ça s'ils veulent saisir mon véritable propos sans trop le caricaturer. Moi, je vais me charger de le caricaturer tout seul. Imaginons en fait que nous vivions dans un monde où la mort peut surgir n'importe quand, pour n'importe qui. Je pense que c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Nous avons des enfants. La mort de nos enfants peut survenir n'importe quand. C'est une insécurité incroyable pour tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'on est comme dans une sorte de loterie qui dirait je ne sais pas lequel d'entre nous enterrera un enfant. Tu vois, un espèce de truc comme ça, où il y a une loterie ambiante, elle est là, on ne sait pas sur qui ça va tomber, mais on espère profondément que c'est pas sur nous que ça tombe. C'est vraiment profond chez nous. On est face donc au hasard, à une espèce de loterie. Il n'y a pas de règle, on ne sait pas. Pourquoi on meurt, pourquoi ce bus, pourquoi cette maladie, pourquoi ceci, pourquoi cela, on ne sait pas. Pourquoi ça tombe sur nous, on ne sait pas. Donc l'humain a trouvé une parade à ça. C'est une très très vieille parade, qui est l'idée en fait de sortir du côté hasardeux de l'aspect loterie de la vie, et donc on va faire intervenir une force suprême qu'on appellera Dieu, et qui va nous sortir de l'idée que c'est une loterie. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'idée de la loterie et du hasard par, en fait, une intelligence supérieure qui présiderait à qui s'en va et qui s'en va pas, qui meurt et qui ne meurt pas. On invente Dieu. Une fois qu'on a inventé Dieu, on dit, bon, alors maintenant, ça n'est plus le hasard, c'est plus la loterie, c'est Dieu qui décide. Et une fois qu'on a inventé Dieu, on dit, bon, bah voilà, donc c'est très simple. Donc Dieu, voilà ce qu'il aime et voilà ce qu'il aime pas. Si tu fais comme il aime, c'est pas tes enfants qui meurent. Si tu fais comme il aime pas, c'est tes enfants qui meurent. Et nous, on a inventé cette espèce de loterie à la con. Donc notre idée, elle est simple, c'est que si on est du côté du bien, on protège nos enfants. Et c'est ça, à mon avis, l'idée sous-jacente qui préside à nos désirs si profonds et si ataviques d'incarner le bien. Et c'est pour ça que finalement, être victime de l'autre, c'est la garantie d'incarner le bien, dans la mesure où les victimes sont le résultat des méchants. Les bourreaux sont les méchants, donc les victimes sont les gentils. Et nous, cette équation tout à fait binaire, tout à fait manichéenne, nous suffit. Donc je suis victime, donc c'est l'autre le méchant, t'as vu ce qu'on m'a fait, donc je suis le bien. Comme je suis le bien, je suis du côté de Dieu. Dieu aime les déshérités, Dieu aime ceux qui souffrent, Dieu protège les petits, donc je suis au bon endroit pour que mes enfants ne perdent pas à la grande loterie de la mort. Et cette espèce de superstition atavique nous amène dans quasiment une panique quand il s'agit de reconnaître nos fonctionnements délétères, c'est-à-dire lorsque nous sommes méchants, lorsque nous sommes hypocrites, lorsque nous sommes violents, lorsque nous incarnons pas le bon côté du calendrier. Je ne sais pas pourquoi je parle de calendrier, mais j'imagine que je parle de sainteté en dessous. Et cette superstition, c'est à mon avis ce qui produit ce que tu observes à une échelle macro au niveau de la planète, c'est-à-dire les guerres sont toutes pratiquées par des nations qui incarnent le bien, sont du bon côté, du vrai Dieu, du seul véritable Dieu, et vont aller corriger les mécréants d'en face, quels qu'ils soient, c'est-à-dire leur rappeler, en fait, se battre au nom de Dieu est encore une manière de chercher à protéger nos enfants. Et alors là, la boucle, elle est carrément magnifique quand nos enfants meurent au nom de Dieu et qu'on trouve ça noble. Alors là, carrément, on est dans le n'importe quoi, mais tu comprends, c'est une manière de corriger cet aspect loterie et cet aspect hasard qui fait paniquer tout le monde, quoi. Est-ce que pour toi, l'humanité, justement, a un but ? Est-ce qu'il y a un but à cette humanité ? Et si oui, comment tu la vois ? C'est complexe. On est face au mystère. Deux versions, si tu veux. Une version de quoi je me mêle.
j'ai envie de dire, on est là. Bon, on prend le truc là où il est. C'est-à-dire, je suis là, je suis incarné. J'adore le de quoi je me mêle. Oui, c'est ça, de quoi je me mêle, dans le sens de pourquoi je vais aller chercher dans des prérogatives, j'ai envie de dire, dans les prérogatives qui ne sont pas les miennes, le but de tout ça, de l'existence, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on venait chercher, etc. Est-ce qu'on peut pas, et est-ce que c'est pas la manière la plus noble de le faire, accepter le mystère, l'incarner de la plus belle manière, c'est-à-dire en se mêlant de notre vie et en la prenant comme on veut. On pourrait imaginer ça comme ça. Donc c'est un angle de vue. Et puis d'un autre angle de vue qui est né de mes années d'errance ésotérique, je pense simplement qu'on est une manière qu'a la vie de s'expérimenter. C'est-à-dire, je vais rester à cet endroit-là, nous sommes une forme de vie qui ne peut se connaître qu'à travers la sensation. Donc on est dans un corps qui est une machine sensationnelle. Et l'idée, en fait, c'est de faire l'expérience de soi d'une manière tactile, d'une manière que l'on peut goûter, que l'on peut voir, que l'on peut entendre, que l'on peut sentir, etc. etc. Donc je dirais, d'une manière, on est tous un espèce de morceau du divin qui cherche à se rassembler et s'expérimenter. Et puis d'un autre côté, d'une manière presque plus rigolote, qu'est-ce qu'on en a à fiche ? Qu'est-ce qu'on en a à fiche ? Pourquoi on ne se contenterait pas simplement de dire, bon, ok, je suis dedans, je suis là, comment je vais me comporter. Voilà, et comporte-toi. C'est ça, comporte-toi. Tu as vu des personnes qui étaient venues en stage te voir peut-être il y a quelques années ou peut-être même récemment, qui sont revenues et qui ont intégré justement des choses parce que, encore une fois, on peut être dans le niveau intellectuel et puis ensuite passer dans cette réalité de le vivre est plus complexe. Qui ont mieux senti, qui ont mieux expérimenté. Et en fait, des retours d'expérience, peut-être même du parcours Odyssée, qui va juste être lancé. Mais en fait, alors je ne sais pas si je me fais une contre-publicité. Je ne veux pas regarder ça. Je m'en fiche. Je vais vraiment t'expliquer pourquoi. Écoute, je vais te dire ce que je dis aux gens en stage. Oui. C'est la minute garantie. Donc la minute garantie dans un stage, c'est très simple. C'est vous venez, vous payez, je fais le boulot, vous repartez dans votre vie. Si quelque chose dans votre vie a changé et que vous l'attribuez à mon stage, vous n'avez pas perdu votre argent. Si votre vie reste comme elle a toujours été, vous avez perdu votre argent. Voilà, c'est tout ce que je peux proposer. J'ai aucune intention d'endormir les gens et de leur dire si tu fais tel parcours, voilà ce qui va se passer, etc., etc. L'Odyssée, en fait, n'est pas un outil de développement personnel à l'américaine censé t'amener la joie, le bonheur et le bien-être. C'est une manière, en fait, de pouvoir vivre la vie avec des éléments qui te permettent de la traverser avec légèreté. C'est ça, avec légèreté, avec simplement reprendre le sourire et retrouver, c'est bien, l'insouciance, c'est vraiment c'est le thème. Le thème de l'Odyssée, en fait, c'est ça, c'est rentrer à la maison pour retrouver la fameuse bulle d'enfance, rentrer à la maison pour retourner au moment d'insouciance avant qu'on rende tout ça dramatique. Il y a quand même beaucoup d'enseignements dans ce parcours. Donc ça reste quand même des enseignements tels que les philosophes pouvaient donner. Je pense à Socrate, forcément. C'est possible, franchement, c'est possible, voilà, parce que voilà, j'ai une calvitie, donc j'ai forcément un côté un peu curé. Mais je ne sais pas si Socrate était curé. Je sais pas, non, mais derrière le mot enseignement, il y a, disons, je propose un point de vue. Ouais, il y a le côté prêche, c'est ça que tu veux. Oui, c'est ça. Et j'ai vraiment du mal à souscrire à ça parce que franchement, je pense pas qu'il y ait besoin de penser comme je pense pour aller bien, ou ni pour aller mal d'ailleurs. Et j'ai envie de rester ça, une proposition. Une proposition, moi j'aime bien ce terme. Toi, il y a eu justement des penseurs ou des philosophes qui t'ont inspiré, ou c'est vraiment la vie uniquement qui t'a mis sur le chemin et les expériences de vie? J'ai été très, très, très inspiré par la sagesse des hommes de ma lignée. Mes deux grands-pères ont une attitude dans la vie qui, lorsque je regarde leur vie et leur parcours, me sidère de force, de profondeur, de sagesse, de courage. Et c'est d'eux dont je tire ma philosophie et ma spiritualité. Ils étaient comment? Pour nous les décrire un peu plus. Tu as parlé du courage, mais est-ce en particulier peut-être? Ils se comportaient. C'est-à-dire qu'ils font partie de ces hommes qui, lorsqu'ils entrent quelque part, on sent qu'ils sont là.
mais qui ne font jamais montre d'autorité. Ils n'ont pas besoin d'élever la voix, ils tapent pas du poing sur la table, mais dès qu'ils sont là, on sait qu'ils sont là. Ils sont pas dans la posture? Non, oulala, non, je savais même pas que ça existait, une posture. Donc, du coup, oui, c'est ça, c'est la sagesse appliquée des hommes qui ont leur version du monde, qui ne cherchent pas à éradiquer la moitié du monde qui ne pense pas comme eux, qui ne cherchent pas à faire en sorte que tout le monde fonctionne comme eux, qui ne cherchent pas à péter plus haut que leur cul, comme disait l'un des deux, qui ne cherchent pas... Comme disait la grand-mère qui habitait à côté de chez moi. Moi, j'ai été élevée avec cette grand-mère qui disait ça. Ils ne se rabaissaient pas, ils ne se grandissaient pas. Ils étaient à l'endroit où ils étaient, en train d'être qui ils étaient. Alors, j'ai plein d'anecdotes qui ont nourri, effectivement, et qui m'ont permis de creuser, de me demander, mais comment on peut, d'une telle manière, ne se produire dans le monde, comment on fait. Et en fait, je veux plus me demander. J'aimerais simplement, si un jour je me couche sur mon lit de mort et que je me dis que je suis digne d'eux, je serais heureux de ça. Quoi, tu vois. Voilà. Et ton père faisait pas partie de cette catégorie d'hommes? Ah bah si, en plein, si. Oui, à fond. Oui, c'était bien le fils de son père et il y avait bien ça. Mais je voulais pas m'étaler sur mon intime, alors je suis resté tranquille. Tu vois, j'aurais simplement pu parler pour décrire mes grands-pères d'un espèce de mélange de mecs qui, à eux deux réunis, auraient fait un espèce de Lino Ventura, tu vois. Ah oui. Ça donne une image, en fait, de ce genre d'assise et de posture, de tranquillité. Une sorte d'humilité qui se la pète. Qu'est-ce que tu vois dans le regard de tes enfants, justement, aujourd'hui, de qui est Franck Lobvet? Qu'est-ce qui te renvoie en miroir d'intéressant? Eux, ils n'ont pas de regard sur Franck Lobvet. Ils ont un regard sur papa. Oui. C'est tout. Moi, je suis leur papa et il n'y a pas toute cette dimension qu'on peut retrouver. C'est mon travail. Et mon travail, il est pas dans ma famille. Et en même temps, tu te comportes avec eux. Bah, c'est ça. Donc, je me comporte avec eux. Donc, voilà. Oui. On vit une belle histoire d'amour qui est vécue. On est tous conscients qu'on est dans une histoire d'amour. Ça, c'est assez marrant. Mes enfants ne sont pas en train de rêver leur enfance. Ils savent qu'ils sont en train de vivre une histoire d'amour. Souvent, tu sais, une fois adulte, on retourne vers l'enfance en me voyant comme une bulle de rêve dans laquelle les choses se sont produites presque sans nous. Et eux, ils savent qu'ils sont en train de le vivre. C'est extrêmement touchant, je trouve, d'entendre ça. Parce qu'il y a quand même, tu vois, dans ta manière certainement de te comporter pour que cette conscience, elle arrive à eux, c'est quand même assez rare peut-être d'entendre ça. Moi, ils ont conscience qu'ils sont en train de vivre ça. Oui, évidemment. Ouais. Ouais, ils vivent un truc rare, on vit un truc rare. Oui. Ouais, mais voilà, c'est ça. On est là-dedans. En fait, la fabrique à souvenirs qu'on est en train de faire, tout le monde est conscient qu'il est en train de la fabriquer. C'est-à-dire que mes enfants sont en train de se fabriquer des souvenirs avec moi, comme moi je suis en train de me fabriquer des souvenirs avec eux. Et c'est presque une démarche consciente chez tout le monde. T'arrives à bien, t'as quand même une activité, je sors un peu du cadre, mais quel est le cadre? On pourrait se poser la question, mais en tout cas, tu as une activité qui est quand même assez intense. Tu as une famille qui est assez importante, tu as beaucoup d'enfants, une belle famille recomposée, on en avait parlé aussi avec Vanessa dans cette émission. Comment est-ce que tu arrives à couper, en fait, pour être dans cette présence, en fait, de l'instant? Je ne suis pas dans la présence de l'instant, Anne. J'espère que je ne suis pas trop décevant. Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la présence de l'instant. Avec toi, jamais, on s'attend toujours à tout. Ok. Mais non, voilà, je suis pas féru de rejoindre l'instant présent parce que comme je pense qu'on ne peut pas être ailleurs que dans l'instant présent, je ne passe pas mon temps à essayer de rejoindre un endroit que je ne peux pas quitter. Oui. Et donc, je me fous un peu de tout ça. Je suis simplement... je suis le papa que je suis. Et ils ont le papa qu'ils ont, et il faut qu'ils fassent avec. Et moi, j'ai les enfants que j'ai, et je fais avec. Et simplement, je sais pas, on est dans une famille où on ne cherche pas à se foutre la pression. On n'est pas dans des bras de fer. On ne cherche pas à savoir qui a raison. On ne se sent pas brimés les uns les autres. Tout le monde fait en sorte que tout le monde se sente bien, tout bêtement. Tu vois, c'est pas une histoire d'instant présent, c'est que mes enfants ne cherchent pas à m'emmerder et je cherche pas à leur foutre la pression. On est sympa avec les uns avec les autres. Quand on a besoin de câlins, on s'en donne. Quand on a besoin de réponses, on s'en donne. Quand on a besoin, on le dit. Je sais pas, si tu veux, c'est simplement que... Comment se manifeste l'autorité, par exemple?
L'autorité, elle est constamment là, mais tout le monde est conscient en fait que l'autorité, c'est le seul truc qui te met en sécurité. L'autorité, en fait, c'est pas un truc qui abîme. Ce qui abîme, c'est les crises d'autorité. L'autorité, ça abîme pas, ça pose un cadre chaleureux et rassurant. La maison de mes enfants, quand il y a papa dedans, elle est plus rassurante que quand il n'y a pas papa dedans. Et c'est parce que quand papa est là, il y a de l'autorité. Avec papa, on peut pas faire n'importe quoi, et du coup, on est en sécurité. Une crise d'autorité, ce serait quoi, pour donner un exemple, par rapport à une autorité, à de l'autorité ? Une crise d'autorité, c'est quand on se met à gueuler pour rien, c'est quand on fait des colères, c'est quand on fait peur à nos gosses. C'est l'autorité, c'est quand... la crise d'autorité, c'est quand on n'en a pas. Si tu veux, tu vois, je parlais de Lino Ventura, qui est une image que plein de gens peuvent comprendre. Lino Ventura n'a pas besoin de faire des crises d'autorité, puisqu'en fait, il en dispose. On voit bien, elle est autour de lui, elle est presque palpable. C'est pas une menace, c'est une présence. Il faut pas confondre les deux. On peut avoir le sentiment que certaines personnes l'ont et d'autres l'ont moins. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une façon en fait, de ne pas paniquer et de rester tranquille, de rester là, qui pose de l'autorité. Mais j'ai une petite anecdote, si tu veux, par rapport à ça. J'ai mon petit dernier, il a 6 ans, et il vient de rentrer au CP. Donc pour tes auditeurs suisses, j'espère qu'ils sauront à peu près. Chez nous, c'est le cours préparatoire, c'est le moment. Ok. Bon, donc il entre au CP. Et les années précédentes, il était dans une école qui était une école hors contrat, un peu Montessori, un peu Waldorf, un peu Steiner, un peu différente. Et il était vraiment mal dans cette école avant. C'est une école dans laquelle il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire, tu viens et tu as envie de travailler, tu travailles, tu n'as pas envie de travailler, tu travailles pas, tu as envie de dormir, tu dors. Si tu as envie d'aller là, tu vas. Si tu as envie de te lever, tu te lèves. Si tu as envie de danser, tu danses. Si tu as envie de dormir, tu dors. Et lui, il s'est jamais senti bien dans cette école. Il pleurait avant d'y aller, il voulait pas y aller, il était insécure, il se sentait super mal dans cette école. Et là, cette année, il est rentré dans une école parfaitement classique. Oui. Et là, en fait, enfin, on lui a dit, alors voilà, là, vous allez vous mettre en rang par 2, tu tiens la main d'un tel, la classe, elle est ici, ta place, elle est là, ton casier, il est ici, et on va faire aujourd'hui cela, puis après, on fera cela. À telle heure, tu feras ceci, et à telle heure, tu feras cela. Et là-dedans, il se révèle, mais il est joyeux, il est puissant, il est heureux. D'un seul coup, en fait, il sait exactement quelles sont les règles du jeu, et donc, enfin, il peut jouer. Et avant, il avait le droit à tout, donc il avait le droit à rien. Et là, en fait, de ne pas avoir droit à tout, ça lui donne une liberté incroyable qui était en fait une anxiété auparavant. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de montrer l'autorité comme étant quelque chose qui empêche, alors qu'en fait, l'autorité, c'est quelque chose qui permet. Ça n'est pas quelque chose qui empêche, c'est quelque chose qui couvre, quelque chose qui rassure, et quelque chose donc qui permet un terrain d'expression qui soit rassurant pour tout le monde. Donc oui, effectivement, dans ma famille, je suis pas du tout un papa qui permet tout, et parce que simplement ils me connaissent et qu'ils savent en fait ce qui est possible et ce qui est pas possible avec moi, ça pose un cadre, et dans ce cadre, on se parle bien et on est en paix, et c'est vraiment agréable. Merci infiniment, Franck Lobvet, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as envie de donner un petit mot de la fin pour conclure cet entretien ? Un mot de la fin. Allez, un mot pour 2025, c'est ça ? Oui. Prends les choses comme tu as envie. Merci. Merci infiniment pour cet entretien. Je le disais, vivifiant en ce début d'année. On adore à Métamorphose commencer l'année avec toi et nos auditrices et nos auditeurs aussi. Si vous écoutez d'ailleurs Franck pour la première fois, si vous le découvrez, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations, ses stages, son actualité sur son site internet franklobvet.com, sur sa chaîne YouTube éponyme. Et puis, je vous donne le lien de son nouveau programme, odyssée.franklobvet.com, odyssée.franklobvet.com, son livre de référence que j'ai cité aux éditions Erol, Ton autre vie. Et puis, vous retrouverez tous les épisodes. Il y en a 6 derrière que nous avons fait dans Métamorphose, notamment le dernier, Franck Lobvet et Arnaud Lecanu. Peut-on vraiment changer ? On a aussi parlé du couple, en paix avec soi, avec l'autre, ou encore élargir sa vie et ton autre vie, évidemment. Merci beaucoup, Franck. Merci, Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.